Dans la première partie, je vous avais promis de tester les modes Ultra et Max de GPT 5.6 Sol, la fonctionnalité multi-agent la plus intéressante de toute cette famille de modèles. Sauf qu'en voulant lancer ce test, je suis tombée sur un bug qu'OpenAI n'avait pas encore corrigé au moment où j'ai voulu tourner. Un bug confirmé, documenté sur leur dépôt GitHub officiel avec des dizaines d'utilisateurs qui remontaient exactement le même problème, y compris des abonnés qui payent 200 $ par mois. Je vous montre tout, le bug, comment je l'ai réglé en quelques minutes en ligne de commande et le vrai test une fois débloqué. Alors, à toutes. Pour ceux qui arrivent directement sur cette vidéo, GPT 5.6 est passé en disponibilité générale le 9 juillet 2026 avec 3 modèles, Sol, Terra et Luna. Dans la première partie, j'avais comparé les 3 modèles sur une tâche d'analyse concurrentielle avec un résultat surprenant. Terra et Luna produisaient un résultat quasiment identique et Sol seul apportait une vraie différence de profondeur. Il me restait à tester Ultra et Max, les 2 modes qui poussent Sol plus loin. L'un en multipliant les agents en parallèle et l'autre en poussant un seul agent à l'effort de raisonnement maximal. Mais avant d'aller jusqu'au bout, je me présente pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je suis Sylvie Nkoni, alias WandyCC. Je suis consultante data et IA, ingénieure en data science et statisticienne. Et je présente l'actualité IA sans le sensationnel habituel. Si cette analyse vous intéresse, alors rejoignez-nous. On retourne maintenant au mode Max et Ultra de GPT 5.6 Sol. Oh là là, voici ce qui s'est passé concrètement quand j'ai essayé de lancer Sol dans Codex pour ce test. Sol a simplement disparu du sélectionneur de modèles dans Codex et après plusieurs recherches, j'ai découvert que ce n'était pas un problème isolé. À savoir, plusieurs utilisateurs signalaient exactement le même souci sur le dépôt GitHub officiel de Codex avec un ticket ouvert le 18 juillet 2026 portant le titre « Sol a disparu après la dernière mise à jour ». Et un abonné au plan pro à 200 $ par mois confirmait avoir exactement la même erreur. Selon les contributions dans le forum, la cause et la solution tenaient en une ligne de commande qu'il fallait exécuter, car une version trop ancienne de Codex masquait les modèles GPT 5.6, quel que soit le plan d'abonnement. Et il suffisait de relancer l'installateur officiel de PowerShell pour que Sol réapparaisse normalement dans le sélecteur. C'est ce qui avait été dit dans la théorie, mais dans la pratique, ça ne s'était pas passé comme cela chez moi. Car après avoir exécuté cette ligne de commande sur PowerShell, je me suis retrouvé à toujours avoir le même problème. Sol n'apparaissait pas toujours dans le sélecteur de modèles dans Codex. Que faire? La solution que j'ai donc trouvée, c'est de faire toutes mes analyses sur PowerShell, c'est-à-dire installer Codex sur PowerShell et utiliser les modèles GPT 5.6, mode Ultra et Max directement sur PowerShell sur l'exemple sur lequel je voulais travailler. Et ça a vraiment marché. Mais pourquoi je vous montre ce bug plutôt que de le cacher? Il faut savoir que c'est tentant de couper ce genre de moment au montage pour garder une vidéo bien lisse. Mais c'est exactement le genre d'information que vous ne trouverez dans aucun communiqué officiel et qui illustre bien la réalité du terrain avec un produit sorti depuis moins de 2 semaines. Entre les benchmarks marketing et l'usage réel, il y a souvent ce genre de friction. Il faut vraiment faire attention. Passons maintenant à notre dernier test. Pour ce dernier cas, nous allons faire ce cas précis. Un pipeline d'analyse de données, nettoyage, traitement et visualisation avant modélisation plutôt qu'une tâche de recherche. C'est un bien meilleur test pour le multi-agent, car plusieurs fichiers à nettoyer et plusieurs visualisations à générer sont des sous-tâches réellement indépendants, contrairement à une synthèse qui reste un travail plus séquentiel par nature. Lorsque vous allez ici, vous cliquez dans Modèle. Vous n'avez que Terra, Luna 5.5, 5.4. Quand je parle de Terra, Luna, c'est GPT 5.6, Terra, Luna. On n'a pas Sol. Vous voyez? Et c'est compliqué pour nous de faire nos applications sur Sol Max et Ultra. Ce qu'on va faire, on va utiliser PowerShell pour ces différents tests. Ces 2 tests qu'on va faire. Un test avec Sol Max et un autre avec Sol Ultra. Donc, on va aller ici et on va cliquer sur PowerShell et nous connecter en tant qu'administrateur. Run as administrator.
C'est bon, PowerShell est ouvert. La première étape, c'est d'installer Codex directement ici. Et pour ce faire, on va utiliser cette ligne de commande rapide. Les lignes de commande sont dans la bio. Entrée. Et c'est bon, on met Y. Et c'est bon. La deuxième étape, on va préciser notre répertoire de travail. Et pour chaque projet que vous allez faire avec le terminal ou PowerShell, il faut d'abord créer un projet, un fichier pro. La prochaine étape, on va préciser notre répertoire de travail. C'est très, 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 très important. Et pour ce faire, vous allez dans votre répertoire local, vous créez un dossier et c'est dans ce dossier que vous allez tout stocker. De mon côté, je l'ai déjà fait, je vais juste l'ouvrir ici. Je fais CD, je précise le chemin, je l'ai nommé démo, projet, codex, salle. C'est mon 1. C'est bon, je suis dans mon projet. Ce qu'on va faire ensuite, c'est de relancer Codex et vérifier si on a vraiment le modèle Sol parmi les modèles proposés par GPT 5.6. On fait donc slash model entrée. On a bel et bien nos différents modèles. On a un 5.6 Sol par défaut, Terra, Luna et ainsi de suite. Franchement, je suis épatée. Je ne savais pas qu'on allait vraiment avoir Sol ici et c'est très bien. Mais ça n'a pas été facile au niveau de la configuration parce que j'ai fait une connexion par API. Vous allez dans openai.com, vous créez votre clé secrète, vous la copiez. Vous la mettez dans un fichier Notepad et vous revenez dans votre terminal. Vous allez juste faire une connexion en précisant l'API et c'est bon. Après cela, vous pouvez utiliser Sol parmi les modèles. Ainsi dit, on va maintenant commencer nos différents tests. On clique ici. On clique sur Échappe pour quitter. Ensuite, on va relancer Codex. On se place dans notre projet. On met un. Yes. OK. Il me dit qu'il a trouvé mon projet Codex Sol. Oui, c'est vraiment ça. Donc, on va se placer dans le projet, tout simplement. Donc, on fait CD, mon projet Codex Sol. Yes. Et c'est bon. On va relancer Codex dans ce répertoire. C'est bon. Ce qu'on va faire, on va choisir le modèle. On fait slash model. On va mettre GPT 5.6 Sol. Et ensuite, on met max. Je fais entrer. Dès qu'il ne peut pas modifier le modèle ni le niveau de raisonnement depuis cette session, d'utiliser cette commande dans l'interface CLI Codex où elle est prise en charge. OK, c'est très bien. On va revérifier nos modèles pour voir. OK, échappe. J'ai CLI. Pour ceux qui n'ont pas de CLI, c'est mieux de l'installer.
Il me dit qu'il ne peut pas modifier le modèle ni le raisonnement depuis cette session, d'utiliser cette commande dans l'interface CLI Codex où elle est prise en charge. On va aller télécharger CLI Codex parce que je ne l'ai pas non plus. Ici, on va mettre download CLI Codex. Clique là, on avance. Voilà, ok. Ici, on a mis ici Windows. Ok. Ça, c'est ce qu'on avait fait avant. Euh, on cherche CLI. On va chercher CLI. Install Codex, assigning and run your first task from a project directory. OK. Ici, il y a également Install Codex ici. On va cliquer. OK. Du coup, on va avancer. Je vais copier cela et on va relancer dans PowerShell. On relance pour voir ce que ça nous donnerait. Maintenant, on vient d'installer Codex CLI et c'est ce qui est vraiment très, 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 très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir une nouvelle fenêtre PowerShell et lancer Codex. Voici la nouvelle fenêtre, toute jolie, toute mimi. On va, on repart pour voir quelque chose. Ce qu'on va déjà faire, on va copier notre répertoire ici. On va préciser ici. Je ferai juste ça. On enlève le point. C'est bon. Et dans ce répertoire ou dans ce dossier, on va lancer Codex. Entrée. Voilà. Ce qu'on va par la suite faire, on va repartir dans l'autre interface PowerShell. Là, c'est bon, on repart dans la nouvelle interface PowerShell. Et on va essayer d'appeler le modèle GPT 5.6 Solmax slash model. Du coup, on va mettre GPT. Et voilà, tout est bien qui finit bien. On a pu sélectionner et le modèle 5.6 Sol et le mode Max. Et tout est vraiment intéressant. On va maintenant commencer notre premier test. Pour ce premier cas, nous allons travailler sur un pipeline d'analyse de données, c'est-à-dire nettoyage, traitement et visualisation avant modélisation, plutôt qu'une tâche de recherche comme les précédentes. C'est un bien meilleur test pour le multi-agent, car on a plusieurs fichiers à nettoyer et plusieurs visuels à générer qui sont des sous-tâches réellement indépendants, contrairement à une synthèse qui reste un travail plus séquentiel par nature. Et pour ce test, on va prendre un dataset intéressant, le dataset Oles Brazilian e-commerce.
C'est un vrai jeu de données publiques sur Kaggle. Plus de 100 000 commandes réelles d'un marketplace brésilien entre 2016 et 2018, réparties sur 9 fichiers CSV liés entre eux. Il est déjà anonymisé par l'entreprise avant publication, à savoir les identifiants ont été hachés, les noms d'entreprise remplacés dans les avis et ainsi de suite. Et pour ce faire, on va aller sur Internet, télécharger d'abord ces données. On part sur Google. On va taper kaggle.com slash download. On va faire slash ce qu'on veut chercher. On va mettre aux listes beer, aux listes Brazilian. Et par la suite, on va mettre ceci, Brazilian e-commerce. On n'est pas dans la bonne interface. Il faut qu'on voit parce qu'on n'est pas dans la même bonne interface. Et ça va nous faire trop tourner alors que je n'aime pas tourner. Et j'aime pas. Donc, ce qu'on va faire, on va juste préciser qu'on veut la dataset tout simplement pour avancer vite. On va donc aller chercher la dataset sur Google. Il suffit juste de taper ceci, kaggle.com slash dataset slash holisphere slash Brazilian e-commerce. Entrée. On est dans l'interface. On va aller rapidement en bas. Nous aurons besoin de quatre tables. D'abord, la donnée sur les commandes, celle-là. On clique ici, on télécharge et nous demande de nous connecter. C'est ça. Voilà. Ils vont pas savoir que c'est déjà ça y est. C'est bon. On va télécharger nos données. On a d'abord besoin de cette table de commandes. On télécharge. Ensuite, on aura besoin de la table client pour les analyses. On télécharge. Après cela, on aura besoin de la table des articles commandés. Et enfin, on aura besoin de la table des paiements. Comment payer? C'est bon. On va mettre toutes ces tables dans un autre répertoire. Dans notre dossier, je continue toujours de dire répertoire, répertoire, mais c'est pas intéressant tout ça. Dans le dossier, on va les dézipper, c'est-à-dire les décompresser. On va mettre cette ligne de commande pour copier les différents fichiers qu'on a déjà téléchargés pour copier les différents fichiers qu'on a déjà téléchargés de Kaggle. Ok, il n'arrive pas à copier parce que je vais le préciser mon répertoire de travail.
Non, j'ai pas besoin de Non, j'ai pas besoin de copier ces fichiers parce que je les ai déjà copiés dans mon répertoire de travail, c'est-à-dire dans mon projet, ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Ce qu'on va juste faire, c'est de déjà euh, coller le prompt. Voici notre prompt. Voici quatre fichiers de l'export aux listes dataset e-commerce brésilien public Kaggle. Our list order dataset .csv, our list customers dataset .csv, our list other items dataset .csv, our list other payment dataset .csv. Pour chaque fichier séparément, nettoie les données. Valeurs manquantes, doublons, type incohérent, valeurs aberrantes. Documente les transformations appliquées et pourquoi. Une fois les données nettoyées, fusionne les jeux de données via les clés communes, à savoir Order ID, Customer ID, et prépare une table finale prête pour la modélisation. Feature numérique normalisée, variable catégorielle encodée. Génère ensuite un rapport de visualisation exploratoire complet. Distribution du montant des commandes, répartition des modes de paiement, détails de livraison et relations entre les variables les plus susceptibles d'être prédictives pour une tâche de modélisation à venir. Par exemple, prédire le délai de livraison ou le montant total d'une commande. Vérifie toi-même la cohérence du jeu de données final. Pas de valeur manquante résiduelle, type correct, distribution plausible avant de me le rendre. Signalant les décisions de nettoyage qui auraient pu être prises différemment et pourquoi tu as choisi cette approche. En fait entrer. Yes, yes. Il me demande si je permets qu'on profile les fichiers CSV local. Je dis yes, hein. Ce qui est bien, c'est qu'ici, depuis le début, il me dit ce qu'il va faire. Je vais d'abord inventorier les fichiers, puis appliquer un pipeline de nettoyage reproductible, construire les tables finales et valider les résultats avant de rédiger le rapport. D'abord, inventorier les CSV en liste et profiler leur qualité initiale. Nettoyer chaque fichier et documenter les règles appliquées. Construire la table de modélisation et cette transformation. Produire les visualisations et le rapport exploratoire. Valider la cohérence et livrer les artefacts. Ensuite, il me demande si j'approuve qu'on exécute les datasets. Je dis oui. Et après cela, il me demande si j'approuve que Codex exécute Python. Je dis oui. Donc, c'est bon, il commence et puis il fait son travail tout simplement. Je suis très, très, très contente. Vous voyez? Non, c'est impeccable. Vous voyez? Je vais défiler pour que vous puissiez bien, vraiment bien voir ce qu'il vient de me faire. Waouh, impeccable. Il explique même les méthodes, corrélation, ci-dessus sont de Spearman. Il a tout, il a fini de faire son travail. Ensuite, il dit pour prédire le délai avant expédition, écarter de l'entraînement, ceci, cela, cette information n'est connue qu'après la remise, etc. Franchement, actuellement ce qu'on a au niveau des IA, c'est le haut niveau. C'est vrai qu'on n'est pas encore au top du top, mais ça va, ça va. Et après, il me dit fichier nettoyé, all is clean, etc. Table modélisable, vérification chiffrée, règles et alternatives. Il n'a même pas mis une minute pour me faire ce travail. Et après cela, il me demande si je voudrais qu'on fasse
Les mises à jour qu'il vient de faire, je dis oui. Ici, il me demande si je permets à ce qu'il fasse les analyses reproductibles dans le local et qu'il analyse les scripts pour créer les fichiers clean, modélisation, visualisation, etc. Un oui, deux oui, mais non, mais je vais mettre un. Ce qui est bien, c'est qu'il sait encore, il me pose une question par rapport à l'environnement local, comme on travaille dans le local. Il me pose la question de savoir si je lui permets d'exécuter le data cleaning reproductible local qu'il vient de faire et d'analyser le script pour créer les fichiers clean CSV, table de modélisation, visualisation et rapport. Je dis oui, donc il continue. Donc, premièrement, il va utiliser les scripts Python et tout qu'il a développé. Franchement, c'est vraiment très, très bien. Ici, il me demande la permission d'installer Matplotlib pour générer les fichiers. Oui, ce qui est très bien avec ce niveau de raisonnement. Mais attention, comme je suis passée par l'API pour avoir Sol, cela signifie que ma note sera un peu salée, pas trop salée comme vous le pensez, mais je vais payer quand même du crédit pour l'exécution. Il me revient encore avec une question par rapport à l'environnement local, c'est-à-dire la mise en place des analyses dans l'environnement local. Je dis oui. Après, si vous voulez pas, vous mettez non. Et puis, ça va, il va arrêter ou vous proposer d'autres alternatives. On est à 45 secondes depuis qu'on a commencé à travailler. Et ça, c'est vraiment très, très bien. On attend. Voilà. On va aller vérifier dans le répertoire de travail pour voir quelque chose. Waouh! Intéressant, n'est-ce pas? Vous voyez? Les scripts, les outputs. Intéressant. Waouh! Voici le rapport, les transformations, le check de la qualité, vérification de la qualité des données. Ici, les figures, c'est les graphiques. Wow! Oh my God! Wow! I'm impressed. Pas mal. C'est vrai qu'on pourrait affiner tout cela, mais pas mal. J'aime quand c'est raffiné. Pour moi, c'est pas assez joli. Parce que j'aime vraiment quand les graphiques sont raffinés. Euh, c'est ma touche, hein. Qui n'aime pas ce qui est joli? Waouh, répartition des mots de paiement. Franchement, je suis épatée. Mine de rien, pour un rapport, tu vas vite. Si c'est la distribution du montant des commandes, et il sait ce qu'il peut, et il sait ce qu'il va faire, hein. Il fait toutes les analyses, il se met à ta place et il fait ton projet pour toi. Ici, il nous fait le rapport, waouh, que vous pourriez personnaliser, ajouter, retrancher, reformuler. C'est vraiment une bonne base. Ensuite, ce sont des transformations qu'il a faites ici. Vous voyez ici, je vais agrandir. Déjà, ici, il met les principes. Les identifiants ont été nettoyés, des espaces et normalisés en minuscules, les villes en minuscules et État en majuscules, le préfixe
Le préfixe postal est sectoral. Les dates sont converties avec traitement explicite des valeurs illisibles. Les montants, séquences et échéances convertis en numérique. Les doublons exacts sont supprimés, puis les clés métiers sont dédoublonnées en conservant la première occurrence. Très bien. Il explique son choix, comme je lui avais demandé de le faire. C'est bien, cette extraction ne contenait aucun de ces doublons et aucune ligne invalide après conversion. Bien. Ensuite, le résultat par fichier. Le fichier client, on a ça. Ville, état normalisé, zip conservé comme identifiant texte. Très bien. Commande, il précise le nombre de lignes. Après, il dit date logistique manquante conservée. Elle reflète souvent le statut. Article 112 000 lesquels prix et frais doivent être non négatifs. OK. Paiement 103 000 lesquels paiement non nul conservé possible dans une transaction fractionnée. OK, tu as raison. Comme je l'ai dit, il explique tout. Après cela, la table de modélisation. Il nous précise la table List Modeling Table.csv contient 95 000, plus de 95 000 commandes livrées ayant tous les jalons nécessaires, incluant au moins un article et et au moins un paiement. Les clous de jointure ont une couverture complète dans cet échantillon. Commande client, plus de 95 sur plus de 95, commande article 95, plus de 95 000 sur plus de 95 000, commande paiement, pareil. Ensuite, cible conservée sans transformation. Delivery days et delivery lateness days. La valeur totale du paiement est disponible sur la forme standardisée. Paiement total Z pour une modélisation en échelle comparable. Les agrégats articles paiement sont effectués par Order ID avant jointure afin d'éviter la multiplication des lignes liées aux relations 1 à plusieurs. Les variables les variables numériques explicatives sont plafonnées au premier 99e percentile, puis standardisées. Les valeurs brutes des cibles sont préservées dans le rapport. Aucune commande rare mais réelle n'est supprimée. Customer state et le mode de paiement dominant sont encodés OneNote. La ville trop cardinalisée est encore par fréquence. Customer City Frequency Z afin d'éviter plusieurs milliers de colonnes. Très bien. Alternatives envisagées, comme je lui avais demandé. Imputer les dates logistiques manquantes aurait artificiellement créé un délai de livraison pour les commandes annulées ou non livrées. Elles sont donc conservées dans les sources propres, mais exclues de l'échantillon supervisé de livraison. Une règle IQR ou la suppression pure des extrêmes aurait réduit davantage la queue longue des montants. Le plafonnement en pourcent, 99% des seuls prédicteurs protègent la normalisation sans écarter des achats haut de gamme légitimes. Ensuite, on va aller dans ce fichier où c'est mis Quality Checks. On verra ce qu'il contient. On va l'ouvrir, non, pas avec VS Code, mais avec Internet Explorer. OK. Ici, c'est les conditions pour chaque variable. Waouh, qu'il a précisé. Waouh, je suis épatée. Vous voyez? On n'aura pas le temps de tout lire, mais c'est très intéressant. Tous ces fichiers sont dans le lien GitHub dans la description. Même les prompts. Waouh, je suis vraiment épatée de ce qu'il vient de faire. Avec ça, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer pour faire vos analyses de vous-même. Mais attention, avant d'utiliser tout ce qu'on vous donne, il faudrait anonymiser vos données pour que l'IA ne copie pas tout et parte entraîner ses modèles avec.
Je suis vraiment contente de ce qu'on vient de faire là. Très, très contente. Et ici, il met tous les fichiers clean, clean. Waouh, je suis vraiment épatée. On va retourner. On peut vraiment être fier de nous. Ce qui est bien, c'est qu'il a développé des fonctions pour faire les analyses process, or list that PI, ainsi de suite. Je vais vous montrer les fonctions dans le dossier où on était. Vous voyez là, ici, c'est script. Et ici, c'est la fonction qu'il a développée. On va l'ouvrir, vous allez voir quelque chose. Vous voyez tout le script qu'il a développé de lui-même. Même si vous n'allez pas mettre toutes vos données, vous pouvez utiliser ce script pour vos propres analyses, personnaliser, retrancher, mettre à jour. C'est vraiment intéressant, très très intéressant. Donc, on va repartir sur PowerShell. Là, et on voit ici qu'il a mis 46 secondes pour nous réaliser cette tâche. Une tâche sur 100 000 lignes. Très intéressant, n'est-ce pas? Cela signifie que même si vous avez 200 millions, il va le faire en quelques minutes. Et c'est ce que j'aime avec les IA. Mais attention, 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 attention à vos données. Pas de données réelles, pas les informations de vos clients dans les outils IA. Très, 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 très important. D'aucuns vous diront que allez dans les paramètres, choisissez confidentiel, choisissez le mode privé, mais ce n'est toujours pas sécurisé. On va passer au second test avec GPT 5.6 Sol Ultra. Le mode max qu'on vient de faire utilise un seul agent en raisonnement maximal. Mais le mode ultra qu'on s'apprête à réaliser utilisera plusieurs agents pour réaliser la même tâche. Et on va voir les différences de résultats. Ce qu'on va faire le second test avec cette fois-ci le mode ultra. On va repartir dans notre dossier. Et on va mettre tout ceci, ce qu'on vient d'obtenir en max. Je vais juste mettre GPT 5.6 sol max. Je prends tous les fichiers et dossiers, je mets dans max. Comme cela, on n'aura pas de la confusion. Voilà. On va commencer le deuxième cas, qui est le mode ultra. Donc, ce qu'on va faire, on va juste mettre slash modèle. On va mettre GPT 5.6, Messol, et on met Ultra à côté. On fait entrer. Il nous dit mode raisonnement ultra activé pour la suite. On est très content de ce qu'on vient de faire. Ce qu'on va faire par la suite, on va ajouter cette ligne de commande rapidement pour avancer, pour lui dire d'utiliser le même prompt qu'auparavant. Même prompt que ci-dessus, traite les quatre fichiers en parallèle en déléguant chacun à un sous-agent distinct, puis fusionne leurs résultats une fois les nettoyages terminés. Entrée. C'est bien, n'est-ce pas? Franchement, je suis en train de construire une plateforme avec Ultra et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. De toute façon, je vais faire une vidéo, vous allez voir le résultat. C'est vraiment le top des tops, quoi. J'avance, je mets OK, yes.
Donc, il utilise comme aide d'agent ici quatre agents, un pour chaque fichier. Vous n'avez pas besoin de savoir coder, c'est ce que j'ai toujours dit. Avec les IA actuelles, il suffit de bien formuler votre prompt. Ce qu'on appelle le prompt système, c'est la compétence principale et importante à apprendre en 2026. Sinon, les histoires de oui, je vais faire un tutoriel de Python, je vais faire, franchement, actuellement, ça a du sens, mais pas autant qu'auparavant. Waouh! Très, très, très bien. Autoriser la vérification en lecture seule des sorties de nettoyage avant intégration au pipeline final. J'ai dit oui. Ensuite, il me dit, voulez-vous vérifier le statut des sous-agents isolés pour le nettoyage de données avant de commencer la fusion finale? Je dis oui. Ensuite, autorisez-vous la vérification finale des artefacts clients produits et de leur contrôle qualité? Oui. Voulez-vous m'autoriser à inspecter le dossier de travail afin de localiser le CSV des paiements et les éventuelles instructions du projet? Oui. Franchement, chaque agent vient avec ses questions. Moi, je suis fatiguée. OK. Raison. Comment échouer? Réessayer. OK. Bon, OK. Voulez-vous m'autoriser à lire l'entête et un échantillon du CSV des paiements pour appliquer les règles de nettoyage demandées? Il y a trop de demandes à faire, hein. Imaginez que vous avez 10 fichiers, donc 10 agents. Oh, c'est trop fatigant. Franchement. En plus, tu seras là à répondre, ah oui, non, faut pas autoriser, autorise. Non, mais c'est dingue, quoi. Et c'est lent. Vous voyez la différence entre le mode ultra et le mode max? C'est vraiment pas pareil. Le mode ultra est plus lent parce qu'il prend son temps. Il y a plusieurs agents. Et en plus, il bouffe du tokens ou des tokens. Et ça, je pense que la facture sera salée. Car comme je vous l'avais mentionné auparavant, j'utilise la connexion par API. Donc la facture va monter. Chaque agent va consommer des tokens et j'aurai une consommation multipliée par 4 ou bien par 5 parce qu'il y a le mode ultra, le mode max aussi qui a été utilisé. Franchement, c'est chaud quand même. Les autorisations, oui. Je mets juste oui, 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 oui dans mon exemple. Mais si vous voyez que les questions ou les autorisations demandées ne vous conviennent pas, mettez non. Mais si j'ai des tâches complexes, imaginez que je veux réaliser des montages vidéo sur plusieurs thématiques. J'utilise le mode ultra pour le faire. Mais pour les histoires de, oui, je veux construire un pipeline de nettoyage de données, de visualisation, de dashboard, un seul agent, le mode max suffit. C'est très lent, hein. Oui, voilà. Traitement parallèle terminé. Un sous-agent distinct à nettoyer chaque source avant la fusion. Livraison consolidée. Mhm. On va aller voir. Les sources nettoyées sont également regroupées dans ce fichier. Ok, c'est bon. Point clé. Délai médian de 10,3 jours, etc. C'est bien. Donc, en plus des sous-agents par fichier, il y a eu un sous-agent qui a nettoyé le reste avant la fusion. Donc, on a eu jusqu'à 5 sous-agents qui ont travaillé sur le projet. Ça bouffe des tokens, hein. Hmm. J'imagine déjà la facture. La note est salée.
Je vais oublier de vous le dire. Lorsque j'ai copié les fichiers dans ce nouveau dossier que j'avais créé, ce nouveau sous-dossier que j'avais créé, il me fallait pas copier tous les fichiers CSV, mais je l'ai fait. Heureusement que GPT 5.6 a pu retrouver les fichiers, sinon ça allait être compliqué. Ici, c'est ici qu'on a les analyses parallèles. OK. On va voir les figures. C'est pareil, hein, ça n'a pas changé, hein, c'est le même. Donc, j'ai brûlé des tokens 5 fois plus qu'avec un seul agent. C'est le même graphique, vous voyez, c'est la même chose. Ça n'a pas changé, mais avec plus de temps perdu. Et aussi la note qui sera salée due à la consommation des tokens. Mais bon, pour un exemple pareil, franchement, ça vaut le coup de tester plusieurs choses. Et je suis fière de ce qu'on teste actuellement parce que mine de rien, ça permet aussi d'aider beaucoup de gens à voir un peu plus clair dans ce qu'ils utilisent au quotidien. Parce que l'IA, c'est l'IA. Les gens utilisent souvent des choses, ils ne savent pas ou ils ne connaissent pas l'implication derrière. Donc, je suis vraiment fière de ce qu'on vient de faire. Donc, je vais aller ici et puis défiler en même temps. Vous voyez, c'est la même graphique. C'est le même graphique, évolution, tout, même graphique. Répartition des modes de paiement, distribution du montant des commandes, ce sont les mêmes choses. Mais avec plus d'argent, quoi. Mm. Ensuite, le fameux rapport ici, le fameux fichier check qualité et les fichiers output, on avait déjà pareil, hein, mais avec plus d'argent, comme je venais de le dire. Ici, on a les analyses parallèles. Et c'est ça l'élément différenciant avec le mode max. Vous voyez ici, il m'a fait des analyses parallèles que je pourrais incorporer ou intégrer dans mon rapport. Waouh, je suis fière. Vous voyez ici, on va voir le summary. Waouh, c'est vraiment très bien. Vraiment très bien. Je suis, je suis vraiment fière de ce que nous avons pu tester aujourd'hui. Je vais juste voir la synthèse ici. Waouh! Il te fait un état des lieux de tout. Franchement, comme je vous le disais, si vous avez une seule tâche, c'est mieux de privilégier GPT 5.6 Sol Max et de bien spécifier votre prompt système. Mais si vous avez plusieurs tâches différentes, c'est mieux d'utiliser le mode Ultra. Parce que le mode Ultra, c'est beaucoup plus de tokens, beaucoup plus d'argent. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de choses à faire, le mode max convient bien. Maintenant, en termes de résultats, qu'est-ce on peut retenir? Premièrement, en termes de gain de temps, le mode max est plus rapide que le mode ultra. Parce que max utilise un seul agent avec un raisonnement maximal. C'est ce qui est très bien. Et quand on a fait les analyses, on a vu que tout était bien spécifié. Il te précise ce qu'il va faire, ensuite les étapes, ensuite pour chaque étape, il t'explique le pourquoi du comment. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec le mode max, surtout si vous avez une seule tâche précise à réaliser. Ensuite, le mode ultra, on l'a utilisé, mais l'inconvénient, c'est le temps. Il est plus lent que le mode max. Et c'est ce qui n'est pas intéressant. Si vous avez une seule tâche et que vous devez utiliser plusieurs agents et c'est ce qui n'est pas intéressant. Si vous avez une seule tâche précise, vous voulez utiliser plusieurs agents pour réaliser la tâche, ça va être compliqué de finir à temps. Bon, surtout si vous voulez des résultats rapides.
On s'imagine qu'avec une IA, c'est plus rapide, donc on va peut-être se dire, OK, cette tâche, il va me le faire en 15 secondes ou bien en 15 minutes. Mais si c'est pas le cas, c'est pas vraiment intéressant. Mais à l'inverse, quand on a plusieurs tâches différentes, Ultra est bien parti parce qu'il décortique tout. Et c'est ce que j'aime beaucoup. J'aime vraiment les détails. Les détails, c'est le sens de la vie. Parce qu'il décortique tout. Et c'est ce que j'aime. J'aime vraiment les détails. Le second aspect positif Le second aspect positif du mode ultra, c'est qu'il ne te fera pas quelque chose sans te demander ton autorisation. On l'a vu tout à l'heure. Même pour entrer dans un dossier, est-ce que tu m'autorises? Je veux faire ceci, est-ce que tu m'autorises? Je veux localiser tel ou tel fichier, les artefacts, je les mets où? Est-ce que tu m'autorises? Et c'est ce qui est bien. Vous avez plus de contrôle sur votre projet. Mais avec le mode max, c'est pas pareil. Il te sort tout en même temps et après, il te met trois à quatre approbations, tu approuves et c'est bon. Vous voyez? Avec le mode ultra, vous êtes toujours proche de ce que fait l'IA pour vous. Vous savez qu'ici, à telle minute, il m'a demandé cette autorisation, je note, ça peut aider. À telle minute, il m'a demandé cette autorisation, je note, ça peut aider. Et c'est vraiment ce qui est vraiment intéressant avec le mode ultra. Et ce qui est vraiment encore intéressant avec ce mode, c'est quand vous utilisez, et ce qui est encore, et ce qui est encore vraiment intéressant avec ce mode, c'est quand vous avez des tâches complexes. Chaque agent prend une sous-tâche et de fil en aiguille, vous allez finir dans les meilleurs délais avec les meilleurs résultats. Une chose qui m'a encore beaucoup impacté, ce sont les rendus. Max me donne des résultats synthétiques que voici. On repart. Que voici output et script. Voilà, j'aime bien. Surtout l'output, j'aime bien. J'aime bien transformation, checking. Par la suite, les analyses parallèles, où il parle de item et order de items, les articles, les produits vendus et les commandes. Ça, c'est ce que Max m'a donné. C'est très bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et tout. Donc, ensuite, dans Max, il va me préciser aussi le script ici qu'il a utilisé, les scripts qu'il a utilisés. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans Max. Par contre, Ultra, voici ce que Ultra me donne. Voici le script qu'il m'a donné. Ensuite, les outputs. Voilà. Et ici, il a détecté customers et payment pour les analyses parallèles. Et là, on a les outputs. On va repartir. Donc, vous voyez, ce qui m'a le plus impacté avec le mode Ultra, on a un seul fichier qui résume les codes. On n'a pas tel fichier a été fait ça en disperse, non. C'est vraiment résumé et c'est ce qui est bien. Pour une personne qui veut aller plus vite, Ultra, c'est bon. Ensuite, après cela, il y a toutes les analyses qui sont pareilles, que j'ai beaucoup aimé dans Ultra. Mais ici, Ultra ne m'a pas précisé les transformations qu'ils ont fait, les transformations qu'ils ont fait tous. Donc, il n'a pas détaillé. C'est ce qui est un peu le bémol à ce niveau. Sinon, Ultra, c'est vraiment bien. Donc, je vous parlais du timing. En termes de timing, ici, avec Ultra, on a fait 8 minutes 21 secondes. Mais avec Max, on avait fait 14 minutes. Vous voyez la différence? Ultra ici est plus rapide que le mode Max. Max a fait 14 minutes et Ultra 8 minutes. Donc, si c'était à choisir au niveau du temps d'exécution, Ultra. Je vous avais dit que c'était lent, mais en revoyant les timings, Ultra, c'est le mode le plus rapide, mais avec des détails sautés. Parce que Max est allé jusqu'à
nous faire une analyse de transformation que j'ai beaucoup aimé. Ultra ne l'a pas fait. Donc, c'est ça aussi un peu, voilà, le bémol quand on veut être plus rapide. En somme, pour les tâches simples à réaliser, je recommanderais le mode max de GPT 5.6 Sol. Mais pour les tâches les plus complexes, le mode ultra de GPT 5.6 Sol conviendrait très bien. En termes de notation, pour le mode max, c'est 8 sur 10 et pour le mode ultra, c'est 9,5 sur 10. Voici mon bilan honnête sur cette série de tests. Entre le bug rencontré et le coût réel du mode ultra en quota, ce test montre une chose simple. La marge entre ce qu'annonce OpenAI et ce que vit un utilisateur réel 5 jours après un lancement peut être large. Ce n'est pas une critique du modèle lui-même, mais un rappel que disponibilité générale ne veut pas dire expérience fluide pour tout le monde dès le premier jour et que même un bug bloquant peut se régler en une ligne de commande à condition de savoir où chercher. Mais c'est ce qui n'a toujours pas marché chez moi. Donc, j'ai dû passer par le mode développeur. Si cette série de tests vous a été utile, des benchmarks à la réalité du terrain, bugs compris, dites-le moi en commentaire et parlez-moi des sujets IA que vous voulez me faire tester ensuite. Abonnez-vous pour ne rater aucun test en conditions réelles. À très vite. Au revoir.